Mesdames, Messieurs, bonsoir. Demain, 24 avril 2017, notre pays célèbre la Journée nationale de la Concorde. À la veille de cet important événement, nous recevons dans l'entretien du dimanche le colonel-major Mamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Colonel-major, bonsoir. Bonsoir, Fouquet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a motivé la création de cette structure? Je parlais de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Merci. Alors, un peu d'histoire. 1995, accord de paix entre le gouvernement du Niger et la rébellion de l'époque, l'organisation de la rébellion armée, de la résistance armée, c'est l'ORA. Et il a été convenu de mettre en place une structure pour suivre la mise en œuvre de ces accords. Dans un premier temps, on avait opté pour une structure paritaire, 5 rebelles, 5 chefs de front et 5 représentants du gouvernement. Et il était malaisé de les réunir tout le temps pour voir la mise en œuvre des accords. Et on a évolué vers une structure permanente. Et c'est là qu'on a créé le Haut Commissariat à la restauration de la paix. Alors les premiers hauts commissaires, c'était des diplomates, puisqu'on sortait d'un processus de négociation avec la rébellion, et un processus de médiation. Donc vous vous souvenez, il y a eu Moustapha Tahi, il y a eu Magana, je ne sais pas dans quel ordre d'ailleurs, il y a eu Joseph Diatta, l'ambassadeur Joseph Diatta. C'est après seulement qu'il y a eu un certain nombre de militaires qui ont pris le relais avec le colonel Sofiani, le colonel Megheri Ambalam, l'actuel général Chekou Koré, l'actuel chef d'état-major des armées, le général Sénégarba. Tous ces gens-là, donc, se sont succédés. Alors, pourquoi le passage, disons, des diplomates aux militaires? Les diplomates, c'est évident, c'était au moment de la médiation, au moment des négociations. Mais la mise en œuvre était surtout une affaire militaire. Vous savez que les accords de paix avaient 3 axes. Et le premier axe, c'était l'axe intégration des ex-combattants dans l'armée. C'est un axe qui a suscité pas mal de résistance. Et on avait pensé qu'un officier à la tête du Haut Commissariat pouvait mieux expliquer, mieux vendre l'idée d'intégrer des ex-combattants. Donc voilà comment ça a démarré. Peut-être c'est le moment de préciser que les accords de paix avaient 3 axes. Il y a un axe qu'on appelle discrimination positive, faute de mieux. Le deuxième axe, c'est l'axe de la décentralisation. Le troisième axe, c'est l'axe développement accéléré des zones touchées par la rébellion. Dans le premier axe, l'axe intégration ou discrimination positive, il y a eu évidemment l'intégration des ex-combattants dans les forces de défense et de sécurité, mais il y a eu également le recrutement dans la fonction publique des ressortissants des zones touchées par la rébellion. Il y a eu également des bourses qui ont été données aux ressortissants de ces zones dans les universités, dans les écoles. Et il y a eu des intégrations dans les autres forces paramilitaires comme la douane, etc., etc. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, vous savez que la rébellion avait demandé l'institution du fédéralisme. Les négociations aboutissent à l'acceptation de la décentralisation la plus poussée. Et le Niger a accepté cette décentralisation et l'a étendue à l'ensemble de notre territoire. Elle n'a pas seulement concerné les zones nord ou les zones de l'Est. Donc cette décentralisation a été acceptée, elle a été étendue. Alors elle a eu un effet bénéfique, évidemment, plus tard, lorsqu'on a fait les élections communales, on s'est rendu compte que les ex-combattants sont devenus des maires. On s'est rendu compte, par exemple, en ce qui concerne la région d'Agadez, le président du conseil régional, M. Anako, était un ancien chef de front. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, les accords de paix ont permis d'intégrer une nouvelle classe politique dans l'ancienne classe politique nigérienne. Donc, si vous voulez, ça a augmenté le degré d'intégration qui était visé par le premier axe. Le troisième axe, j'en parle parce que c'est important, développement accéléré des zones touchées par la rébellion. La rébellion a estimé que la zone dans laquelle elle s'est déroulée a été abandonnée. Les statistiques ne confirment pas cela. Mais vous savez, la vérité, c'est que la perception est plus forte que la réalité. Donc, on a estimé qu'effectivement, il fallait un programme spécial pour que ces zones rattrapent le reste du pays. Et il y a eu un certain nombre de projets. Malheureusement, je dois dire que ce troisième axe, sa réussite a été mitigée. Le Niger est un pays pauvre. Nous avons fait une table ronde de barre de fonds à Ottawa, vous vous souvenez, en 98, 99 aussi. Mais ça n'a pas donné, si vous voulez, bon, les gens ont fait des annonces, mais les annonces n'ont pas été suivies des faits. Voilà un peu pour l'histoire. Hein. Voilà. Oui, alors mon colonel-major, quelles sont aujourd'hui les principales missions dévolues à la haute autorité? Alors,
les missions de la haute autorité à la consolidation de la paix découlent des 3 axes des accords de paix. Nous continuons un peu à travailler sur ces axes-là. Prenons le premier axe, discrimination positive et puis intégration. Nous continuons à militer pour l'intégration, si vous voulez, de tous les ressortissants des zones vulnérables dans les forces de défense et de sécurité. C'est quelque chose que nous conseillons toujours, dans la mesure où nous avons comme objectif d'avoir une armée extrêmement représentative. Mais vous savez que la haute autorité, le président de la République a autorisé la haute autorité à recruter également des chargés de mission dans ces zones-là. Donc dans les zones vulnérables du point de vue sécurité, des délégués régionaux. Donc nous continuons un peu cette discrimination positive-là, ce recrutement, de manière à avoir tout le monde dans l'appareil de l'État. Pour le deuxième axe, évidemment, nous faisons des projets et nos portes d'entrée dans les différentes régions, ce sont les mairies. Donc ça aussi, c'est pour renforcer un peu la décentralisation dont nous sommes plus ou moins garants au fond. Donc nous faisons en sorte que tous nos projets passent par les mairies, plutôt que par d'autres structures, si vous voulez. C'est une manière de renforcer un peu la capacité des mairies à réaliser et à répondre aux aspirations de la population. Dans ce second axe-là, nous avons fait par exemple des polices municipales dans les zones nord. Maintenant, il y a eu beaucoup d'engouement pour la police municipale. Alors la police municipale, c'est une police de proximité. Par exemple, dans le sortant du NATES, mais formé par la police nationale. Encadré soit par la police nationale, soit par la garde nationale, soit par la gendarmerie. Donc ça également, c'est toujours dans le cadre du deuxième axe. Dans le cadre du troisième axe, c'est-à-dire le développement accéléré des zones nord, nous avons maintenant des micro-projets. Alors, quand nous sommes arrivés à la tête de la haute autorité en 2011, nous avons fait une étude de vulnérabilité sécuritaire. Cette étude a dégagé les zones vulnérables de notre pays. C'est sans aucune surprise, c'est les zones nord, si vous voulez, et les zones de l'Est. Dans l'étude, nous avons identifié 76 communes. Ça va de Bankilare à l'ouest jusqu'à Bosso à l'est. Les 12 communes de Difa ont été identifiées comme étant vulnérables du point de vue sécuritaire. Et ça, c'est avant Boko Haram, pour vous dire. Et évidemment, il y a eu 11 communes dans la région Nord-Tilaberi, toutes les communes de Nord-Tawa, l'ensemble des communes d'Agadez, un certain nombre de communes du nord de Zander et du nord de Dakoro également. Alors, ça, ce sont nos communes cibles, si vous voulez. Nous avons eu l'impression que c'est là que le Niger est vulnérable, sur les pourtours, si vous voulez, dans les zones périphériques. C'est là que toute l'administration n'arrive pas au fond. C'est là qu'on peut avoir des surprises. Et ça n'a pas raté. Bien entendu, Boko Haram est venu dans une zone qui était vulnérable. Bon, d'ailleurs, les indicateurs économiques dans cette zone-là sont très sévères, les indicateurs de pauvreté en particulier. Mais également, c'est une zone en fait d'insécurité. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la force multinationale dont on parle aujourd'hui, la première fois qu'on l'a mise en place, c'est en 84. C'est en 84. Depuis oui. 84. Mais absolument. Donc la zone du lac Tchad a toujours été une zone d'instabilité. Donc cela ne nous a pas échappé. Ce qui fait qu'évidemment, si vous avez quelque chose au niveau du Bornou, au Nigeria, ça va très rapidement remonter vers le lac Tchad parce que c'est une zone vulnérable. En 2011, donc, le président de la République a voulu reformer le Haut Commissariat à la restauration de la paix. Donc c'est là qu'il a changé de nom, il a fait changer de nom. C'est devenu la haute autorité à la consolidation de la paix et il a voulu adapter les missions, si vous voulez, aux défis actuels, aux menaces actuelles. Les menaces actuelles, elles s'appellent terrorisme. C'est d'abord ça. Si vous voulez, nous on considère qu'au Niger, on a réglé le problème de la rébellion. Nous allons revenir, si vous le permettez, sur cette question de terrorisme plus tard. Très bien. Je vous laisse finir votre raisonnement sur cette question. D'accord. Alors, je disais à l'entame de cet entretien, nous célébrons demain la journée de la Concorde. Ce sera la 22e du genre. Quelle signification particulière revêt cette journée de demain? Alors, c'est une fête nationale, donc elle doit être célébrée partout. Je voudrais informer nos téléspectateurs que cette année, le Premier ministre a décidé de célébrer la fête à Tintabaraden, dans la région de Tawa. Donc il sera en déplacement dans cette zone à partir de samedi. Nous, évidemment, à Niamey également, il y a un certain nombre de célébrations que nous faisons avec monsieur l'ambassadeur Inoussa Ousseini, qui a eu de très bonnes idées, qui nous a proposé, que le Premier ministre a accepté. Donc il y aura des célébrations, il y aura des conférences au niveau de Niamey, il y aura des projections de films, il y aura un certain nombre d'activités. Mais pour l'essentiel, le Premier ministre sera donc à Tintabaraden, dans la capitale de l'Azawar.
Et à cette occasion, nous allons animer un forum sur la paix et l'unité nationale. À ce forum, nous allons inviter les cadres de la paix. C'est le nouveau nom des ex-combattants. Nous les appelons aujourd'hui les cadres de la paix. Et donc, nous allons discuter un peu des questions de sécurité dans cette zone qui est à côté du Mali, de ce qui se passe au Mali, de voir l'impact sur les populations. Donc voilà. Maintenant, la signification de la fête elle-même. Moi, je pense que c'est la troisième fête la plus importante de notre pays. La signification de la fête du 3 août, c'est l'indépendance. Donc quand on célèbre le 3 août, on doit faire, disons, des réunions, des conférences sur l'indépendance, la signification de l'indépendance économique, où en sommes-nous, etc. La fête de la République, on connaît les valeurs de la République. Le Niger est un pays donc républicain, les citoyens. Et la fête de la Concorde, c'est la fête de l'unité nationale. Si vous voulez, donc c'est la troisième fête qui vient compléter l'architecture des fêtes au Niger, si vous voulez. Donc pour moi, c'est une fête extrêmement importante. Et je souhaite qu'elle soit célébrée encore avec un peu plus de faste. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'a pas atteint tout... Elle passe pratiquement inaperçue. Elle passe un peu inaperçue, voilà. Donc, voilà, je souhaiterais qu'elle soit un peu plus célébrée et qu'elle soit l'occasion de réfléchir sur ces questions d'unité nationale, de rébellion, de ce qui les provoque. Parce que vous savez, c'est ce qui affaiblit nos voisins, n'est-ce pas, à l'ouest. Et au Niger, Dieu merci, on a pu régler ces questions-là. J'allais en venir à la situation qui prévaut dans la sous-région. Notre environnement immédiat, on le sait, est marqué par l'instabilité liée singulièrement au terrorisme. Alors, comment se porte le Niger par rapport à cette question? Alors, Dieu merci, on peut estimer que le plus dur est passé, le plus dur est derrière nous. Vous vous souvenez, quand il y a eu la guerre de Libye, le président de la République a été le premier à tirer l'alarme. Il a dit que si Gaddafi tombe, c'est toute la région qui va subir les contre-coups de l'insécurité. Ça n'a pas raté. Ouais. Heureusement que, puisque le président de la République l'a plus ou moins prévu, il nous a demandé un tout petit peu de préparer effectivement, et le Niger n'a pas été pris par surprise. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important l'expérience du Haut Commissariat à la restauration de la paix, l'expérience de la Haute Autorité à la consolidation de la paix? C'est parce que nous avons une rébellion. Nous avons réglé ça. Nous en avons tiré des leçons. Ces leçons, nous pouvons les appliquer aux autres formes de défis sécuritaires. Le défi sécuritaire aujourd'hui, c'est le terrorisme. Mais vous savez très bien que le terrorisme n'aurait pas pris au nord Mali s'il n'y avait pas la rébellion. Donc si vous enlevez la rébellion, si vous réglez les problèmes nationaux, si vous réglez déjà le problème de cohésion sociale, eh bien c'est très difficile que le terrorisme puisse s'implanter. Donc l'une des leçons, le président de la République est un grand lecteur des auteurs militaires. Il aime beaucoup la théorie militaire. Nous avons souvent l'occasion de discuter avec lui. Il y a la théorie militaire des guerres au sein des populations aujourd'hui. La nature des guerres que nous livrons, ce n'est pas des guerres où vous avez un ennemi en face pour l'affronter et puis le vaincre. Non, lorsque l'armée bouge, elle ne voit pratiquement personne. Donc qui il faut vaincre au fond? Il n'y a rien en face. Il faut avoir le soutien des populations. Si vous avez le soutien des populations, l'ennemi ne peut pas les pénétrer et vous avez au fond gagné la guerre. Donc le président de la République a voulu que la Haute Autorité à la consolidation de la paix engage un programme d'action civilo-militaire stratégique pour préparer le terrain aux forces armées qui vont intervenir soit à Difa, soit dans le nord de la région de Tillabéri. Donc nous avons orienté notre action vers ça. C'est quoi les activités civilo-militaires? D'abord, évidemment, il y a la sensibilisation. Et il faut sensibiliser les gens, il faut leur dire, il faut coopérer avec les forces de défense et de sécurité, vous êtes citoyen, vous pouvez faire vos demandes de manière régulière, légale, etc. Donc ça c'est, disons, le premier aspect. Alors on le fait avec les caravanes de la paix, on fait des forums, on fait des audiences foraines, on fait des réunions dans tous les milieux ruraux. Mais une fois que vous avez fait des réunions, une fois que vous avez fait des forums, une fois que vous avez des résolutions, des recommandations, il faut les appliquer. D'où la nécessité de faire des projets. Alors, on ne fait pas des projets de développement parce que le développement, c'est un processus de long terme. Ce que nous faisons, on appelle ça projet à impact immédiat. Typiquement, c'est un projet, par exemple, son résultat ne peut pas se sentir dans 8 mois, 1 an. Nous, on considère que c'est un projet qui relève du développement, qui ne relève pas des projets à impact immédiat, qui ne répondent pas aux préoccupations immédiates de la population. Or, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut que les gens voient que notre action a des résultats, que la paix a des dividendes immédiats. Donc voilà un peu comment on articule nos actions. Et là, ce qu'on fait, c'est que par exemple, nous avons les 76 communes.
nous faisons en sorte que dans chaque commune, à tout moment, il y a un micro-projet de la HACP qui est en œuvre. Alors, on le fait avec les moyens du budget national, mais on le fait surtout avec la contribution de nos partenaires, en particulier l'Union européenne. L'Union européenne nous a accompagnés aujourd'hui pendant 5 ans, avec chaque année autour de 15 millions d'euros. Plus, alors je ne voudrais pas faire des jaloux, plus la FD, plus la coopération suisse, plus la coopération allemande, plus les Américains. En tout cas, tous les partenaires sont venus nous voir et ils nous ont dit qu'est-ce que vous faites. Quand on a dit ce qu'on fait, ils sont venus à bord. Voilà. Mon colonel-major, on sait que la paix, ici ou ailleurs, n'est jamais définitivement acquise. Toutefois, que peut-on entrevoir comme perspective d'évolution pour la haute autorité à la consolidation de la paix? Alors, nous sommes assez satisfaits de la manière dont notre institution évolue. Évidemment, c'est aux autres de dire. Nous avons quelques débats de temps en temps avec les partenaires quand ils viennent ici. Ils disent que la haute autorité rattachée à la présidence, elle a été créée par décret. Quelles sont les garanties de pérennité? Est-ce qu'il ne faudrait pas une loi pour vraiment l'insérer dans le système institutionnel national? Alors, j'ai l'impression que c'est un faux débat. Parce qu'au fond, une institution, elle est efficace ou elle ne l'est pas. Elle se vend elle-même. Quand elle devient indispensable, quand elle devient pertinente, elle va continuer à exister. Le jour où elle n'est pas pertinente, elle n'est pas efficace, elle n'a pas montré son utilité, eh bien, elle va disparaître. C'est un peu ça notre raisonnement. Tant que vous êtes efficace, tant que vous êtes utile, et tant qu'on voit que vous jouez votre partition dans l'orchestre national, eh bien, vous pouvez pérenniser votre existence. Mais ce n'est pas les textes qui défendent une institution, c'est la pratique de tous les jours. Colonel-major, merci. Merci bien. Merci. Et bonne fête à vous. Merci. Bonne fête aussi.